Coucou la famille, bienvenue sur la chaîne. Heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Post-match, Real Madrid-Napoli, Manchester United Galatasaray. Aujourd'hui, nous sommes ici pour parler des matchs. En détail, on va faire une analyse plus tactique de ce qui s'est passé dans les matchs. Donc, pour ceux qui ne resteront pas jusqu'à la fin de la vidéo, je vous prie bien de bien vouloir liker, de partager cette vidéo et de commenter. Donc, sur ce, on commence directement avec le match à Madrid-Napoli, avec un fameux 4-4-2 plébiscité plus d'une fois cette saison. Et encore une fois, on va revenir là-dessus. Tu commences un match, forcément, c'est un grand match de la saison. Qu'est-ce que tu me fais? Tu commences sans numéro 9 et tu me mets deux ailiers en tant qu'attaquant de pointe accompagné d'un numéro 8 que tu fais jouer numéro 10. Donc, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Effectivement, ton numéro 8-10, là, il a fait un superbe match. Jude Bellingham face au Napoli, c'est quand même un but, une passe décisive, 94% de précision de passe, 4 passes clés, 2 grosses occasions créées, 2 dribbles sur 3 réussis, 6 duels gagnés sur 8, 4 tacles et 2 interceptions. Effectivement, ça a été une masterclass de la part de Jude Bellingham. Maintenant, quand on rentre dans l'analyse tactique, je vais juste vous montrer quelques images. La première image à la 4e minute de jeu. Troisième minute, 3 minutes et 30 secondes. Regardez l'espace béant entre Rodrigo et Vinicius. Mettons qu'il y ait une récupération de Jude Bellingham que j'ai encerclé sous l'image. Jude Bellingham va pas avoir l'attaquant qui dézone, qui va lui offrir une solution d'appui capable de jouer au but pour trouver les ailiers. Non, il va falloir que Jude Bellingham récupère et monte balle au pied, ce qu'il peut faire. Mais répéter ça à haute intensité pendant tout un match, ça peut t'amener à des blessures. Donc, comment tu fais pour amener un système qui ne protège pas tes milieux de terrain? Surtout un système qui ne protège pas ton meilleur joueur. Parce que qu'on le veuille ou non, Jude Bellingham est le meilleur joueur de cette équipe. Jude Bellingham est le meilleur joueur de ce Real Madrid. Maintenant, tu dois mettre un système dans lequel il doit pouvoir se retrouver. Bellingham et Ocelou arrivent à jouer superbement ensemble. Pourquoi tu ne le mets pas? Pourquoi tu commences encore une grande rencontre sans ton attaquant de pointe? Et qu'est-ce qui t'arrive? Tu encaisses le premier but. Mais moi, je ne veux même pas revenir sur l'ensemble du match parce que j'ai déjà dit, le Real a pu répondre par l'intensité. On va analyser des images. Maintenant, la deuxième image. Première attaque du Real Madrid à la 6e minute de jeu. Rodrigo qui prend l'espace sur le côté droit. Regardez-moi la course de Vinicius. Vinicius sur l'image, quand on regarde on voit Vinicius, là, il avance. Mais non, là, Vinicius, il ralentit, il s'arrête. Il s'arrête sur l'image. Il s'arrête. Il s'arrête parce qu'il n'a pas le réflexe d'aller se mettre entre les défenseurs centraux pour proposer une solution de centre à Rodrigo. Vinicius n'est pas un attaquant de pointe. Donc, comment tu veux, quand tu alignes deux ailiers, ensemble dans une ligne d'attaque? Ils vont se marcher dessus. Et comment, et encore pour confirmer mes propos, regardez cette action à la 34e minute de jeu. Vinicius et Rodrigo, ils entament la même course et c'est le but de Bellingham. Ils entament la même course, ils vont dans la même zone. Il n'y a pas un qui dézone qui dit ok, lui tu passes derrière, moi je prends. Non, ils entament la même course, ils attaquent la même zone. Jude Bellingham n'a aucune solution sur laquelle il peut se reposer. Donc il doit continuer jusqu'à pousser sa balle un petit peu plus fort pour aller forcer un dribble face au défenseur central pour pouvoir se redresser et cadrer. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire par ce système de 4-4-2 qui ne fonctionne pas? Il n'y a pas un attaquant de pointe sur lequel tu peux te reposer. Les deux là, Rodrigo et Vinicius, ils ont brillé parce qu'ils avaient Benzema avec eux. Benzema n'est plus, il y a Ocelou. Ocelou, il peut jouer. Pourquoi tu ne le fais pas jouer? Pourquoi? On va me dire, oui, mais tu le mets où? Il y a une personne qu'on peut sacrifier dans ce collectif pour pouvoir mettre Ocelou. Et c'est pas Bellingham, c'est pas Valverde, c'est pas Tchouaméni, c'est Toni Kroos. Toni Kroos, regardez à la tour, je vais revenir sur la première image. 3e minute de jeu. Regardez-moi Toni Kroos sur l'action. En dessous, regardez là, en dessous de l'image. Toni Kroos est en retard sur une action. Ce qui amène à ce que Kamavinga, le numéro 12, doit dézoner de son poste de latéral pour aller couvrir l'espace béant entre Tchouaméni et Toni Kroos afin que Toni Kroos revienne à temps. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Parce que Kamavinga sort de son poste de latéral gauche pour combler l'espace que laisse Toni Kroos, qui lui a dézoné et est en retard encore sur une action rappelons-nous, on est à la 4e minute de jeu. Nacho allait sortir pour monter au marquage. Kamavinga doit revenir parce que Nacho, il faut éviter que Nacho prenne des cartons. Sinon,
on est foutu. Déjà en Ligue 1, on ne sait pas ce qu'on va faire face à Osasuna ce week-end. Mais bon, Kamavinga doit dézonner parce que Toni Kroos est en retard. Pourquoi tu commences pas avec un 4-3-3 et tu mets les deux ailiers et Ocelo en pointe? Comme ça, tu vois ce que ce système peut te donner. Mais non, on continue sur le 4-4-2. On continue encore et encore et encore et encore. Mais bon, si ce système-là arrive à convaincre les gens, je suis ravi pour vous. Mais moi, ce système-là ne me convainc, n'arrive pas à me convaincre. Donc, on va... Bon, déjà, le Real, ça passe, ça gagne. C'est pas pire. Mais comparé à l'autre, là, les Mancuniers, ça va pas être facile. Parce que Manchester United qui perd 2-1 face à Galatasaray. Manchester United qui ouvre le score à la 16e minute de jeu en la présence de Oljun. Franchement, très beau match de la part de ce petit Danois qui arrive à marquer, qui arrive à faire de bonnes performances. Même si sur le premier but, on va pas se mentir, les gens vont dire oui, Rashford a finalement fait une passe décisive. Mais non. Si on regarde bien l'action, Rashford rate sa frappe. Et Oljun suit l'action. Oljun suit l'action, il arrive à être plus... Voilà, il arrive à devancer Davinson Sanchez pour mettre sa tête. Donc, 16e minute de jeu, Manchester United, 1-0. 6 minutes plus tard, 22e minute, regardez Davinson Sanchez, le défenseur de Galatasaray. Il n'y a aucun joueur de Manchester United qui va faire un pressing. Regardez-moi Rashford et Mason Mount. Il n'y a pas un joueur qui va faire un pressing sur Davinson Sanchez. Ce qui lui permet de faire une longue passe pour Wilfried Zaha, pardon. Zaha qui va au corps à corps avec Dalot. Et regardez-moi le comportement de Varane. Varane ne va pas gêner Zaha. Varane laisse Dalot tout seul, ce qui permet à Zaha de se redresser, de faire une superbe reprise de volée, ce qui permet à Galatasaray de revenir au score. Mais franchement, moi, c'est le comportement des joueurs de Manchester United que je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Mais ensuite, on va revenir sur un autre sujet, le sujet du gardien de but. Monsieur Ten Hag. Parce que j'aimerais bien qu'on s'assoie un petit peu et qu'on parle un tout petit peu. Tu perds David De Gea. Tu recrutes Onana. Dans ma vidéo, l'une des dernières vidéos que j'ai fait sur Manchester United, j'ai dit que Onana, comparé aux autres gardiens qui jouent avec leurs pieds, c'est-à-dire les Ederson et les Manuel Neuer, on ne va pas parler de celui d'Arsenal qui est Raya, Onana ralentit ton jeu. Et il fait souvent les mauvais choix. Laissez-moi m'expliquer. Dans ce match, Casemiro prend un carton rouge. Mais c'est Onana qui est responsable du carton rouge. Je vais vous montrer l'image. Regardez cette image. Onana a la balle. Icardi va au pressing. Il y a Varane là. Varane est libre. Qu'est-ce que Onana va décider de faire? Il va lancer la balle dans le point là où il n'y a personne. C'est-à-dire, il lance la balle en espérant que peut-être Eriksen ou bien Casemiro reviennent à temps pour récupérer la balle. Ce qui n'a pas été le cas. Parce que forcément, il y a une déviation. Mertens arrive à récupérer, Casemiro est en retard. Qu'est-ce que Casemiro peut faire? Si Casemiro ne tacle pas, il y a but. Donc, vaut mieux tacler en espérant que l'autre là rate son penalty. Ce qui a été le cas. Donc, franchement, Onana, c'est l'un des plus gros problèmes de Manchester United. C'est l'un des plus gros problèmes de Manchester United. Mais le numéro 2, c'était Ten Hag. Parce que suite à cela, on sait, parce que moi je dois enlever mes lunettes, suite à cela, on pense que peut-être, vu que Casemiro prend carton rouge et que tu n'as pas de numéro 6, tu vas peut-être rentrer Johnny Evans, passer à 3 défenseurs, mettre Amrabat en tant que numéro 6 et voir comment ça peut se passer pour essayer de gérer la fin de match, au moins le 1 point. Il ne fait pas ça du tout. Regardez l'action du 3e but. Amrabat est encore sur le côté gauche. Et Amrabat est responsable parce que Amrabat fait une mauvaise relance, ce qui amène à la récupération. Il n'y a pas de numéro 6. Regardez-moi l'action. Eriksen est perdu. Il est tout seul. Il n'est même pas devant la défense centrale. Il est tout seul. Amrabat ne peut pas rattraper Icardi. Varane, pareil. Lindelof, pareil. Donc, comment tu veux... Pourquoi ne pas faire un redressage? Tu mets Amrabat en numéro 6, tu sors Eriksen, tu me montres, Johnny Evans, tu passes à 5 derrière en faisant reculer un petit peu Anthony et Rashford sur les côtés juste pour défendre un tout petit peu sur le couloir, ok? Ou bien Dalot sur le côté et Rashford tu lui demandes de compenser un peu sur le couloir gauche, ok?
Ensuite, tu essaies de condenser ton attaque et pour lancer au jaune devant. Mais tu fais pas ça. Tu gardes ton même système avec Eriksen tout seul devant la défense. Lui, il est complètement perdu. Amrabat rate sa relance et voilà, puni 3-2. Donc, Manchester United, c'est sur les 3 derniers matchs à la maison, à domicile, c'est 3 défaites. Donc, Erik Ten Hag, je pense que là, on va commencer un petit peu à parler je vais pas dire que oui, c'est un mauvais entraîneur. C'est pas un mauvais entraîneur, c'est juste que Manchester United est trop fort pour lui. C'est juste que le club est trop haut et qu'il y a certains entraîneurs qui ne peuvent pas coacher à ce niveau. Erik Ten Hag, je pense que c'est pas ce niveau. Ce niveau n'est pas. Lui, c'est un formateur. Tu lui donnes une équipe jeune qu'il doit former, qu'il doit amener au sommet. Peut-être qu'il le fait dans d'autres championnats, mais pas en première ligue. En première ligue, tu dois venir et tu dois établir ton système assez rapidement. Mais Erik Ten Hag, il n'arrive pas avec cette équipe. Quand tu peux dire, tu me ramènes Onana et tu vois ce que Onana te fait, te coûte pendant le début de saison et tu continues avec, c'est que vraiment tu as été tué. En tout cas, sur ce, la famille, on se retrouve tout à l'heure pour une vidéo concernant le match du Barça et du PSG. Donc sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Commentez, likez, partagez. Restez en paix et en santé. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Peace.